Bonjour et bienvenue à tous. Il s'agit bien du deuxième cours d'économie des organisations pour le master transports internationaux et stratégie logistique. Donc, je vous propose de faire d'abord un rappel de ce qu'on a fait hier pour commencer par la suite à analyser des études de cas. Donc, des études de cas dans le domaine du transport où on peut appliquer les notions des coûts des transactions. Donc, pour rappel, nous avons commencé hier le chapitre 1. Il s'agit du premier chapitre sur les 8 chapitres de la matière. Et dans ces chapitres, on analyse la diversité de modes de coordination. Pourquoi on parle de diversité? Parce que, on a fait d'abord un rappel de la théorie classique et néoclassique, théorie qui considère qu'il y a un seul mode de coordination et il s'agit du marché. Et pendant plus d'un siècle et demi, donc l'analyse économique a considéré que le marché était le seul mode de coordination. Pourquoi on parle d'un mode de coordination? Donc, il s'agit d'un mécanisme permettant de trouver donc, un point d'équilibre entre ce qui souhaite le producteur et ce qui souhaite le consommateur. Donc, ces points d'équilibre étaient toujours obtenus grâce à ce qu'on appelle en économie la loi de l'offre et de la demande. Donc, en fonction de l'offre et de la demande, on arrive à trouver un prix qui convient aux deux parties. Ça, c'est l'analyse économique classique qui par la suite a été maintenue par les néoclassiques. Donc, juste un rappel. Donc, économie classique, économie néoclassique, vous les trouvez souvent dans la littérature comme économie standard. Pourquoi standard? Parce qu'il s'agit de l'économie traditionnelle. Donc, traditionnellement, on considère donc que les échanges entre les agences économiques sont régulés par cette loi de l'offre et de la demande. Plus il y a de demandes, plus un bien est sollicité, plus son prix augmente. Au contraire, donc, plus le bien est cher, donc si le prix est cher, cela va conduire donc, les consommateurs à réduire les quantités consommées et cela conduit aussi les producteurs à augmenter l'offre. C'est pour cela qu'on a fait, donc on a montré hier une représentation graphique de l'offre et la demande. Donc l'offre est une courbe croissante. Pourquoi croissante? Parce que plus les prix augmentent, plus les quantités offertes augmentent aussi. Pourquoi la courbe de la demande est décroissante? Parce que plus le prix est élevé et moins la quantité demandée va être importante. Donc, il s'agit de l'analyse proposée donc, au XVIIIe siècle par Adam Smith d'abord, donc, et continuée par la suite au XIXe siècle, notamment par les néoclassiques. Différence majeure entre les classiques et les néoclassiques, on l'a dit hier. Donc, d'une part, le fait d'utiliser les mathématiques pour développer des modèles qui permettent de prédire donc l'évolution donc d'une variable. Par exemple, le chômage, l'inflation, le taux d'échange. Deuxième différence importante entre les deux théories, les néoclassiques considèrent qu'un marché peut être un déséquilibre, même si ce déséquilibre est temporaire, c'est-à-dire il peut avoir un moment où l'offre et la demande ne se croisent pas. Et donc, on n'arrive pas à trouver
un point d'équilibre, c'est-à-dire une combinaison quantité-prix qui convient aux deux parties, au producteur et au consommateur. Donc c'est un déséquilibre, mais seulement temporaire. À terme, donc on va retrouver un équilibre. Pourquoi c'est une différence? Parce que pour les classiques, donc il y a ce qui s'appelle un équilibre général. C'est-à-dire, si on laisse agir donc le marché, lui tout seul va conduire vers une situation d'équilibre sur tous les marchés. Marché des biens, marché des services, marché du travail, marché de la monnaie, tous les marchés donc, sont en équilibre. C'est pour cela que cette théorie donc, nous dit que l'intervention de l'État n'est pas nécessaire parce que de toute manière, grâce à l'offre, à la loi de l'offre et de la demande, on peut coordonner toutes les transactions. Donc l'intervention de l'État n'est jamais nécessaire. Alors, pourquoi on a évoqué d'abord ces théories, cette approche classique et néoclassique? Pour dire qu'au XXe siècle, on voit apparaître des nouvelles théories, des théories qui nous disent donc que la coordination ne se fait pas ou pas seulement par le marché, c'est-à-dire qu'il y a d'autres modes de coordination. Et c'est pour cela qu'on a évoqué la théorie des coûts de transaction. Théorie qui nous dit que la firme est une alternative au marché, c'est-à-dire pour cette théorie, le marché est un mode de coordination et la firme est un autre mode de coordination alternatif. Donc, je vous ai parlé hier de la théorie des coûts de transaction, mais il faut souligner qu'il y a d'autres nouvelles théories microéconomiques. Nous, dans cette matière, on va étudier les deux principales, les plus connues, les plus utilisées. Donc, théorie des coûts de transaction et théorie de l'agence qu'on va faire à partir du chapitre 5. Donc, hier, on a parlé, donc, toujours chapitre 1, on a fait le point A, la notion du marché. Puis, le point B, on a analysé l'apport de Ronald Coase. Ronald Coase qui nous dit, il se pose d'abord la question, pourquoi y a-t-il des firmes? Si le marché est si efficace, si le marché permet donc de réguler toutes les transactions, alors quel est l'intérêt de créer une firme? Donc, il arrive à une conclusion, il y a des firmes, pourquoi? Parce que l'utilisation du marché comporte des coûts, ce qu'il appelle des coûts de transaction. C'est-à-dire, utiliser le marché pour coordonner une transaction n'est pas gratuit, d'après Coase. Cela comporte des coûts, les coûts des transactions. Donc, dans les documents distribués, vous voyez qu'il y a deux exemples cités par Coase. Quels sont les deux exemples? Pour montrer la différence entre firme et marché. Dans le premier exemple, il nous cite l'exemple d'un salarié qui travaille d'abord dans le secteur A et par la suite, il se déplace au secteur B. Donc imaginez-vous un salarié qui travaille d'abord dans le secteur logistique et par la suite, on le transfère vers le secteur production. Donc, quand se pose la question, dans ces cas, il y a une nouvelle donc, organisation de l'entreprise et cela ne répond pas au marché. C'est-à-dire le fait que le salarié se déplace du secteur A au secteur B n'est pas une transaction régulée par le marché. Pourquoi? Parce que c'est une décision de l'entreprise. Donc, Coase montre avec cet exemple qu'il n'y a pas seulement un mode de coordination, c'est-à-dire le marché. Il y a aussi d'autres modes de transaction comme donc la firme. Une grande partie des décisions sont prises d'après donc Coase
au sein de la firme. Donc, il ne s'explique pas pourquoi la théorie économique s'intéresse uniquement à ce qui se passe sur les marchés et non pas à ce qui se passe au sein de la firme. C'est pour cela qu'hier on l'a dit, pour les classiques et les néoclassiques, donc la firme est une boîte noire. Qu'est-ce que cela veut dire? On ne s'intéresse pas, c'est une boîte au sein de laquelle se passent des transactions, il y a des transactions, mais la théorie économique ne s'intéresse pas, n'explore pas ce type de transactions. Cause dit, une grande partie des transactions économiques se font au sein de la firme. C'est pour cela qu'il commence à développer donc sa théorie des coûts de transaction qui fait partie aujourd'hui de ce qu'on appelle l'économie des organisations, c'est-à-dire on s'intéresse à ce qui se passe au sein de l'entreprise. Alors, le premier exemple alors qu'il cite dans ses documents de 1937 est justement l'exemple d'un salarié qui se déplace d'un secteur de l'entreprise à l'autre. Il dit, dans ces cas, il y a une transaction. Il y a une transaction entre employeur et employé. Mais cette transaction n'est pas, donc, ne s'explique pas par le marché. Ce n'est pas le système des prix qui explique cette transaction. C'est une décision de l'entrepreneur. Un autre exemple qu'il va citer pour montrer la différence entre firme et marché est l'exemple d'un grand magasin. Il se pose la question, comment les places dans un grand magasin sont-elles attribuées? C'est-à-dire, comment on fait pour décider quel est le commerce qui se trouve à l'entrée du magasin, là où il y a un grand nombre de consommateurs, beaucoup de passages, et quelle est la marque qui va être située donc, très éloignée de l'entrée, dans un endroit où il y a très peu de passages. Comment se font ces décisions? Il dit il y a deux manières de le faire. La première manière, première mode d'attribuer les places dans un grand magasin, il dit c'est de faire des enchères. C'est-à-dire, le grand magasin fait des enchères, c'est lui qui paye plus pour sa place, va trouver la meilleure place, va choisir le point où il y a beaucoup de passages. Donc, c'est lui qui n'est pas prêt à payer plus pour son emplacement, donc forcément va avoir des endroits moins intéressants. Donc, dans ces cas, il s'agit d'une coordination de marché, c'est-à-dire d'une coordination fondée sur les prix. C'est le prix finalement qui va décider de la location des places dans un grand magasin. Mais il y a une autre alternative. Quelle est l'autre alternative d'après cause? Que le directeur du grand magasin décide quelles sont les entreprises qui vont être mieux placées et quelles sont les entreprises qui vont être placées dans des endroits plus éloignés. Donc, dans ce deuxième cas, ce n'est pas le marché qui décide de la location de places, c'est justement l'entrepreneur. Donc, avec ce petit exemple, il montre la différence entre firme et marché. Dans le marché, toutes les décisions se font en tenant compte du prix. C'est le prix qui permet de décider qui va être mieux placé et qui va être placé dans des endroits où il y a moins de passages. En revanche, donc, si on utilise plutôt que le marché la firme, c'est l'entrepreneur. C'est-à-dire, si c'est l'entrepreneur lui-même qui décide qui va être mieux placé à l'entrée et qui va être placé dans un endroit où il y a peu de passages, donc, on n'a pas utilisé le marché comme mode de coordination. On a utilisé la firme. Avec cet exemple, il nous dit qu'au sein de la firme, l'entrepreneur joue le même rôle que donc, les prix sur un marché. Autrement dit, il nous dit, sur le marché, ce qui permet de mettre d'accord les deux parties, c'est-à-dire ce qui permet de trouver un équilibre,
et le prix. À partir d'un prix, les deux parties décident combien ils vont acheter, combien ils vont produire. En revanche, dans la firme, ce rôle de décision d'accord entre les deux parties est fait par l'entrepreneur et non pas par le marché, par le prix. Et donc, il nous dit, de la même manière que le prix permet d'ajuster la demande et l'offre sur le marché, donc l'entrepreneur permet d'ajuster la demande et l'offre au sein de la firme. Donc, l'entrepreneur joue le même rôle que les systèmes de prix dans un marché. Donc, il fait une distinction entre les deux. Il va nous dire, vous l'avez dans les documents qui vous a été distribué, le marché se caractérise alors pour avoir des parties complètement autonomes, c'est-à-dire les deux parties qui participent à la transaction sont complètement autonomes. Donc, alors que dans la firme, les parties ne sont pas autonomes.